Salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Merci de votre fidélité. Alors pour vous récompenser, nous avons concocté un numéro spécial. Il est consacré à l'événement de la semaine et je ne parle pas des débuts de Zion Williamson dans la nuit de mercredi à jeudi, même si c'était quelque chose, il faut le dire. Et ça, on l'évoquera dans un futur Step Back consacré aux jeunes stars de la NBA. Non, là, l'événement, c'est évidemment le débarquement de la NBA en France à Paris ce vendredi. Un match à 21h entre Charlotte et Milwaukee. Officiellement, ce sont les Hornets qui accueillent les Bucks, peut-être parce que Charlotte est l'équipe qui a un Français dans son équipe, Nicolas Batum. Donc on parlera un peu de ce duel, mais un petit peu seulement, parce qu'il faut bien dire que c'est assez déséquilibré. On parlera surtout de ce qui fait le sel de cette rencontre, la première de l'histoire de la saison régulière à se disputer chez nous, en France. Ce que ça représente, que c'est peut-être un bon exemple de la bonne santé du basket français, un symbole du besoin de la NBA de dépasser ses propres frontières, et surtout le fait que c'est une première qui en appelle d'autres, puisqu'on vient de savoir qu'il y aurait un nouveau match l'année prochaine à Paris de saison régulière. Alors pour parler de tout ça, je suis accompagné aujourd'hui de Liliane Trévisan. Bonjour Liliane. Bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes. De Arnaud Lecomte. Bonjour tout le monde. Et à New York, pour une fois c'est toi qui es éloigné du sujet, Maxime Mallet. Salut Max. Salut à tous. Et je suis à Orlando aujourd'hui. Ah pardon, c'est vrai. En plus Evan Fournier un peu plus tard qui a un somme de soviet quand il voit qu'on parle de la NBA à Paris. Il m'a dit que c'était un somme de très très haut niveau. Ça veut dire que il est un peu jaloux de Nicolas Batum, des Hornets et des Bucks d'être à Paris pour ce match. Alors précisons qu'on ne connaît pas encore l'affiche du match de l'année prochaine. Peut-être que ça pourrait être un match avec Evan Fournier. Encore faudrait-il savoir où il va jouer. Allez, on y va, on va parler de tout ça. Début du NBA Paris Game 2020. Alors, sur le match, c'est ce que je disais, on va faire vite, parce que c'est très déséquilibré. C'est la meilleure équipe de la NBA, Milwaukee, qui reste sur 7 victoires contre une équipe qui reste sur 7 défaites. C'est la meilleure attaque contre la plus mauvaise attaque. Bref, c'est très déséquilibré. Est-ce que, malgré tout, il peut y avoir match ? Je te pose directement la question, Arnaud, demain. A priori, là, présenté comme ça, non, puisqu'en plus, là, le seul affrontement qui a eu lieu jusqu'ici, je crois, il y a eu quasiment 40 points d'écart à Milwaukee. Donc, on peut imaginer en effet que le niveau des deux équipes, actuellement, le niveau de performance des deux équipes fait qu'il n'y aura pas vraiment match. Maintenant, on est dans un cadre un peu particulier. C'est pas un match de saison régulière tout à fait comme les autres quand même, parce qu'on est à Paris, parce que donc on est sur terrain neutre quelque part, même si c'est, je crois, Charlotte qui reçoit. Oui, donc, c'est un contexte qui évidemment est très quand même différent en termes notamment d'environnement, de timing, puisque les équipes sont arrivées mardi. Malgré tout, il y a un décalage horaire qui n'est pas totalement neutre pour les uns comme pour les autres. Il y a évidemment un environnement très festif, fait presque un peu All-Star Game quelque part. Donc, le niveau de concentration des uns et des autres sera peut-être un peu plus lâche, ou en tout cas avec la volonté peut-être pour Charlotte de présenter un beau visage en France et parce que c'est un match qui est un petit peu plus, peut-être moins aux États-Unis, mais dans le monde entier il est un peu plus observé qu'un match moyen parce que voilà, ça se passe à un horaire en Europe en tout cas tout à fait accessible à tout le monde. Donc Charlotte va peut-être vouloir justement présenter un beau visage et Milwaukee sera peut-être un petit peu moins sur ses gardes que d'habitude. Alors je me tourne justement directement vers toi, Max. Est-ce que le fait que ce match ait lieu en Europe fait qu'on en parle un petit peu plus aux États-Unis ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un événement ? Non, pas vraiment. Pour le formuler un peu lapidairement, les 3 minutes de Zion Williamson où il a mis 17 points mercredi soir ont fait plus parler que cette semaine à Paris. Ce qu'on voit, c'est beaucoup les équipes qui, sur les réseaux sociaux, vraiment en font des tonnes. La NBA aussi en parle. Mais en termes de public, de médias américains, c'est pas un match qui fait vraiment causer. Je pense que l'affiche, notamment, là, a son importance sur cet aspect. Liliane, ce match en France, pour la saison régulière, ce n'est qu'un sur 1230. Pour la NBA en France, c'est quelque chose d'énorme. Il y a un envers du décor que nous, journalistes, on voit. Il y a des dizaines de tables rondes, de shows de rendez-vous. Le commissionneur, Adam Silver, est là. Tony Parker est venu. C'est un véritable événement, par contre, vu de France.
Bah oui, évidemment, la NBA est quand même pas si familière de la France dans sa fréquentation, même s'il faut pas oublier qu'on a vu passer de grosses équipes déjà à Paris. C'est pas la première fois que la NBA... Les Spurs, par exemple. Voilà, les Spurs et surtout les Lakers de la grande époque en 91, qui étaient venus pour un McDonald's Open avec Magic Johnson, James Worthy, enfin toute leur grosse équipe. Il y a eu les Bulls de Chicago avec Jordan, les Bulls de 97 qui sont venus aussi à Paris. Donc on a eu de grosses équipes à Paris, mais c'était pas des matchs de pré-saison, enfin, c'était pas des matchs de saison régulière. Là, effectivement, la différence, c'est que c'est un match qui compte. C'est un match qui a un enjeu, qui compte, enfin qui a un enjeu. Bon, même si le résultat paraît pour beaucoup un petit peu déjà décidé, mais c'est un match de saison, voilà. Et effectivement, il y a toujours autour de tous ces matchs NBA déjà des opérations de com, puisque la NBA cherche évidemment à investir un marché. Elle vient pas là de manière extrêmement gratuite et philanthropique. Il y a des opérations de com, il y a des opérations caritatives qui sont hyper importantes aux yeux de la NBA parce que c'est une partie de son fonctionnement aux États-Unis comme à l'étranger. Et il y a effectivement des tables rondes, des conférences, des annonces qui sont faites ou pas, comme l'annonce du prochain match à Paris, qu'il y aura un deuxième match à Paris la saison prochaine. Donc effectivement, ça revêt une dimension sportive qui est presque mineure du coup, mais une énorme dimension économique et médiatique. Voilà. Donc effectivement, il y a plein d'événements annexes qui se greffent autour du match. Et quand on est un peu familier du monde des médias, effectivement, il faut courir partout. Il faut être à la conférence de Silver, il faut aller au lancement de la NBA, African Basketball League, il faut être à une séance d'entraînement avec les jeunes, il faut être dans un gymnase du 19e où les frères Antetokounmpo font le show avec des gamins. Bon, voilà. Ce qui a eu lieu mercredi soir. Tout à fait, mercredi soir. Donc il se passe effectivement énormément de choses qui font partie, entre guillemets, du show. Sauf que c'est plus un show, c'est vraiment quelque chose qui a une réalité économique très, très prégnante. Alors, est-ce que tu peux ça a déjà été évoqué par Liliane en partie, est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'historique de la NBA quand elle est venue à Paris ? Moi, je vais juste dire un mot. Il y a eu 4 matchs qui ont opposé 2 équipes NBA. Après, il y en a eu plus avec des équipes NBA contre des équipes européennes. Oui, c'est ça. Il y a une tradition maintenant à Paris quand même si ça faisait 10 ans, je crois, pas loin de 10 ans maintenant qu'on avait pu revu une équipe NBA sur le sol 2010, français. New York, Minnesota. C'est ça. Une affiche qui n'était pas non plus extrêmement glamour, si je puis dire. Mais historiquement, le premier match avec une équipe NBA était quand même... on avait placé la barre très haut puisque c'était l'Open McDonald's qui fut une épreuve organisée dans les années 90 avec un sponsor dont j'ai pas besoin de vous répéter le nom et ce sponsor avait donc décidé de mettre en route avec la NBA une série de rencontres internationales, de tournois internationaux de pré-saison face aux meilleures équipes, entre les meilleures équipes, certaines des meilleures équipes NBA et des équipes européennes, voire même je me souviens d'équipes sud-américaines. Voilà, une espèce de championnat du monde des clubs un petit peu non officiel, on va dire. Et effectivement, les Lakers étaient venus à Bercy en 1991 avec Magic Johnson, avec James Worthy, l'équipe un peu sur la fin du Showtime, l'équipe qui venait de jouer la finale et de perdre en finale contre les Bulls de Michael Jordan. Et Michael Jordan était arrivé, lui, 7 ans après, avec les Bulls, 6 ans après, en 1997, juste avant la dernière saison de la grande équipe des Bulls. Ils avaient joué contre une équipe française aussi. Alors, il faut préciser que les Lakers en 91 avaient joué contre le CSP Limoges, qui était la meilleure équipe française de l'époque. Ils ont rejoué, donc les Bulls ont joué contre le PSG, détenu à l'époque par Canal+, qui était le champion de France en titre et qui jouait l'Euroleague. Olympiakos avait joué aussi de mémoire face à Jordan à Bercy. Ça avait été un événement énorme également, et pourtant on était encore bien loin du ramdam médiatique d'aujourd'hui. On était très loin des réseaux sociaux encore et des smartphones à cette époque-là, et pourtant ça avait eu un impact gigantesque. Là, la différence, c'est qu'on avait déjà le meilleur joueur de la NBA, puisque là on a Giannis Antetokounmpo qui vient. Là on avait Michael Jordan qui venait à l'époque, mais Michael Jordan avait quand même une ampleur largement différente. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu cette semaine dans l'équipe à travers une série de reportages. Bien sûr, c'est la légende absolue, et derrière les Bulls en 97, on peut pas faire beaucoup mieux, quoi. On avait néanmoins eu ensuite 2 matchs avec les Spurs en 2006, je crois, et 2007 de mémoire, avec un passage également. Les Spurs, figurez-vous, avaient fait un passage par l'Astrobal de Villeurbanne. Mais oui, il n'y a pas eu qu'à Bercy qu'il y a eu des matchs avec des équipes NBA. Et ensuite,
2 matchs, je crois, à Bercy avec le Maccabi Tel Aviv. Exactement. Et il y avait eu un match de pré-saison contre Memphis, je crois, les Memphis Grizzlies. Oui. Donc on a vu Tony San Parker Antonio, en chair et en 2003. os sous le maillot des Spurs à Bercy. On a vu Michael Jordan, on a vu en effet Magic Johnson. Cette année, on a Giannis Antetokounmpo, qui est la grande méga star de la semaine, sur le terrain en tout cas. Et voilà, et donc on continue en somme une belle, un beau palmarès quand même à Paris de belles équipes et de grands joueurs. Dans le journal de vendredi, tu écris un texte que j'ai eu la chance de lire un peu en avance, dans lequel tu dis que la France est la fille aînée de la NBA. Pour rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on disait que la France était la fille aînée de l'Église parce qu'elle avait des liens privilégiés sous l'Ancien Régime. Qu'est-ce que tu signifies par là ? Quel est le rapport particulier ? Je pense que la France aujourd'hui reste un partenaire très privilégié de la NBA sur plein d'aspects. Historiquement déjà, parce que la France a été vraiment le premier pays européen à sauter à pieds joints dans ce nouveau sport quelque part qui est arrivé, qui a sauté les frontières au début, à la fin des années 80, au début des années 90. On se rappelle qu'à cette époque-là, il y a eu une vague incroyable de passion pour cette NBA qui cassait les frontières, enfin, qui sortait un peu de son cocon américain et qui sortait un peu d'un anonymat en France, parce qu'il n'y avait pas une vraie culture sur les sports américains. À l'époque, il y a eu des personnages qui ont un peu favorisé tout ça, évidemment Magic et puis Jordan ensuite, et ensuite il y a eu Shaquille O'Neal, etc. Et la France a toujours été en pointe parce qu'elle a je pense une identité culturelle très forte vis-à-vis des États-Unis. La France des banlieues notamment a été extrêmement en pointe à ce moment-là. Donc je pense qu'aujourd'hui encore, on sait qu'entre-temps une trentaine de joueurs français formés en France pour la plupart ont ensuite joué sur un parquet NBA, ce qui 31 pour être précis à ce jour. Ce qui en fait le record pour les pays 97, européens. Pour les pays européens, il y a guère que le Canada qui a davantage fourni de joueurs NBA. Bon, voilà, c'est pas tout à fait comparable, mais la France reste, je pense, un partenaire extrêmement privilégié. La preuve, c'est que elle a fini par obtenir enfin ce match de saison régulière de NBA qu'elle attendait depuis longtemps, à la suite de Londres. L'idée de Londres, c'était de conquérir un marché, le marché britannique, qui pourrait être intéressant pour la NBA. L'idée de revenir en France, c'est de continuer à alimenter ce lien privilégié. Tu parles de Londres. Les matchs de saison régulière ont déjà eu lieu dans 4 pays étrangers, si évidemment on oublie le Canada, évidemment. C'est le Mexique, le Japon et la Grande-Bretagne, donc 3, et aujourd'hui la France. Donc on voit que c'est quand même un privilège pour la France d'avoir ça. Max, je voudrais te poser une question. Est-ce que ça fait débat, le fait d'organiser des matchs aussi loin de saison régulière? Est-ce que ça pose un problème? Alors évidemment, quand on habite à Miami et qu'on va jouer à Portland, c'est déjà loin. Mais là, ce côté transatlantique, ce côté vraiment transhumance, est-ce que ça pose un problème ou un débat? Non, pas. Vu que c'est ça a été 2 matchs à Londres une année, il y a pas de question là-dessus. C'est le cas dans quasiment toutes les ligues américaines. La NFL vient jouer 3 à 4 matchs en Angleterre. La MLB vient d'innover aussi en envoyant 2-3 matchs à Londres. Donc non, ils ont vraiment pas de problème avec ça. Ils comprennent que ça fait partie du truc. Le calendrier est organisé autour. Voilà. Après, peut-être que aller jusqu'en Chine ou en Inde, où la NBA a aussi envie de développer, là, ce serait un peu plus compliqué parce que on est sur des distances qui sont plus du tout les mêmes. Parce que c'est vrai, comme tu le disais, franchement, entre un vol qui traverse les États-Unis de Boston à Los Angeles ou un vol de la côte Est à Paris, il n'y a pas énormément de différence au final. Liliane, je crois que tu étais à un entraînement. Oui, voilà. J'étais avec d'ailleurs de très nombreux médias. On n'a jamais vu autant de journalistes sur le parquet de Marcel Cerdan à Levallois à l'entraînement de Charlotte hier après-midi qui a débarqué. Ma foi, ce qui était assez frappant, c'est qu'ils ont débarqué de très très bonne humeur, très joyeux, très gai. Ça dansait sur le parquet, ça rigolait. Ça avait pas l'air d'être en plein décalage horaire et dans le potage. Ils étaient vraiment plutôt dynamiques et plutôt contents d'être là, ce qu'a confirmé Batum, ce qu'a confirmé
confirmé Thierry Rosier, qu'on a beaucoup interrogé, et qui disait que c'était une opportunité, que c'était fabuleux d'être à Paris. Il y voyait juste un problème, c'est que bon, voilà, on est là, on est avec nos familles, nos amis, on a envie de profiter de la ville, on a envie de faire du shopping, bref, on a envie de faire du tourisme. On a quand même un match à jouer, et donc il s'inquiétait un peu de savoir comment on allait positionner le curseur entre profiter de la ville et quand même travailler pour essayer de ne pas être ridicule sur le match, quoi. Surtout qu'ils sortent effectivement d'une série de 7 défaites et que ce serait bien que ça s'arrête un jour. Bon, et il n'était pas persuadé que ça allait s'arrêter à Paris, mais bon, il trouvait que c'était effectivement un peu compliqué de débarquer là dans cette ville qui a des tentations. Puisque Nicolas Batum nous disait que ça faisait 15 jours qu'il il servait en fait d'office de tourisme pour répondre à toutes les demandes de ses coéquipiers qui veulent savoir où manger, où sortir, où aller boire un verre, ce qu'il faut voir et tout ça. Donc oui, ils étaient à l'entraînement. On a eu droit à pas mal d'interviews, à une très bonne humeur et surtout voilà, une première demi-heure d'entraînement qui par contre était nettement moins teintée de bonne humeur, où c'était un peu plus sérieux. Et c'était quand même très étonnant parce qu'effectivement, ils avaient l'air plutôt heureux d'être là. Voilà. C'était à Levallois, donc dans la salle des Metropolitans, qui ne sont pas une équipe de NBA. Le match, lui, a lieu à Bercy. Je reste avec toi, Liliane, est-ce que cette salle, Bercy, a, on va dire, les commodités, l'attrait d'une véritable salle NBA, toi qui es souvent allé là-bas? Oui, on sait que depuis qu'on a relifté l'ancien POPB, qui est devenu aujourd'hui l'Accor Hotel Arena, tous les gens qui y sont passés de manière professionnelle, c'est-à-dire pour y jouer, pour y assister à des matchs, bon, le All-Star Game français en est un exemple, on dit qu'elle avait tout d'une salle NBA. Alors effectivement, bon, les vestiaires sont peut-être pas aussi luxueux que des vrais vestiaires NBA, mais effectivement, l'enceinte elle-même, les commodités technologiques qu'elle permet, les loges, tout y est. Et c'est effectivement, ça ne choque pas quand on rentre là-dedans, quand on est joueur NBA. On se dit pas, oh là là, on est dans un pays émergent, la salle, ça laisse à désirer. Non. Tous les joueurs sont conscients que c'est une vraie belle salle. Ils vont en prendre possession, on est quoi aujourd'hui, vendredi, pour pouvoir effectivement prendre leurs repères, etc. Mais non, on a un écrin qui peut très décemment accueillir des matchs NBA. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors, c'est pas l'O2 Arena de Londres, qui est un peu plus immense et qui a vraiment un cœur de ville tout autour. Mais c'est une vraie belle salle qui est conforme aux exigences de la NBA. Je pense que de toute façon, même quand les Lakers étaient venus en 91 au POPB, je me souviens qu'à l'époque, certains joueurs de Los Angeles avaient un peu râlé sur les vestiaires, en disant ouais, c'est quoi ces vestiaires français là, machin, on n'a pas tout ce qu'il nous faut, voilà. Bon, depuis ça a quand même beaucoup évolué et j'ai plus entendu d'équipes, de joueurs ou de managers se plaindre de l'accueil et des locaux à proprement parler et des commodités que les sportifs attendent d'une salle en NBA. Et à mon avis, l'Accor Arena aujourd'hui est tout à fait formatée pour ça. D'autant plus puisqu'elle a été rénovée très largement depuis la dernière fois qu'une équipe NBA est venue. Quoi. Max, juste un truc. Maintenant que Tony Parker n'est plus en NBA, est-ce qu'on peut encore parler, et je ne sais pas si je me trompe avec ce terme, d'une hype française en NBA, sachant que les derniers joueurs arrivés là-bas n'ont pas forcément performé? Ça dépend qu'entends-tu par hype exactement. Est-ce que le joueur français est attendu et... Oui, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un marché porteur. On sent que c'est quelque chose. Il y a beaucoup de bons joueurs, que c'est quelque chose à explorer pour les équipes, à la fois sportivement je ne parle pas de la NBA en soi. La NBA a tout intérêt à venir en Europe et de trouver une tête de pont. Et que cette tête de pont, c'est très bien que ce soit la France. Mais au niveau des équipes, est-ce que prospecter en France, c'est toujours aussi hype? Bah oui, c'est toujours aussi hype, même si c'est vrai qu'il n'y a pas eu de titulaire français qui est sorti depuis Gobert, mais on a un joueur comme Doumbouya cette année qui quand même est en train de réaliser quelque chose de sympa. Il y a pas mal de jeunes espoirs qu'on va voir arriver ces prochaines années, notamment dès la prochaine draft avec Hayes et Maledon. Donc non, le réservoir français intéresse toujours énormément aux États-Unis. D'ailleurs, je crois que tu l'as rencontré récemment. Il y a le journaliste d'ESPN qui est spécialisé dans l'évaluation des jeunes talents, qui fait chaque année sa tournée, qui passe plusieurs jours en France, qui était allé plusieurs fois à Limoges, qui avait qui avait d'ailleurs dit à la télévision que le voyage était un peu longué en voiture. Mais les Français disent Paris. Ça aussi, hein, donc. Mais donc voilà, on vient toujours chercher dans le réservoir français, en pensant à la NBA, ça reste toujours un des principaux endroits. C'est peut-être même le principal où on va
aller chercher, puisque voilà, les Canadiens qui sont le pays hors États-Unis avec le plus de joueurs, la plupart ils viennent jouer dans les universités américaines, donc voilà, ils sont sous le nez de tous les recruteurs. Et donc je pense les Français, oui, les jeunes joueurs français qui sont les plus suivis quasiment. Il y a eu la Melo Ball cette année, mais avec l'Australie, mais voilà. Ouais. La France reste quand même un endroit où on vient beaucoup pour les recruteurs. Alors, vous avez peut-être perçu que j'essayais de comprendre ce que la NBA venait rechercher en France avec ça. Arnaud, inversons un petit peu. Qu'est-ce que la France a à gagner de ce match NBA ? Et pour faire une question un peu plus fermée, est-ce que c'est déjà la preuve de la bonne santé du basket en France ? Oui, l'événement en tant que tel, médiatiquement, met déjà les lumières sur le basket, qu'il soit américain, européen ou franco-français. Malgré tout, c'est le basket dans son ensemble qui en profite médiatiquement cette semaine, avec la présence en ville à Paris et sur le territoire de grandes stars actuelles, mais surtout du passé, j'ai envie de dire, parce qu'on sait que Michael Jordan assistera au match. Et ça, la presse généraliste, forcément. Propriétaire des Charlotte Hornets, absolument. Karim Abdul-Jabbar est en ville aussi, et je peux comprendre, qui est une des grandes légendes de l'histoire de la Ligue. On a 70 000 points en saison régulière avec ces deux-là. Ouais. Donc rien que ces deux-là déjà attirent en effet les médias généralistes qui vont pas forcément s'intéresser semaine après semaine à la NBA, au basket d'une manière générale. Je suppose qu'il va y avoir des sujets dans les journaux télévisés généralistes tout au long en tout cas à l'approche du match et peut-être même après, des sujets d'ambiance comme on dit. Voilà, donc il y a un focus pendant une bonne semaine sur le basket à Paris, en France, et ça rayonne aussi à l'étranger, bien entendu, parce que je pense que parmi le millier de médias qui est accrédité, il y a des Chinois, des Japonais, des Brésiliens, évidemment des Européens tout proches. Le millier, ça en dit long quand même sur la puissance phénoménale. Bien sûr, c'est un événement international, de portée internationale. Je rappelle que la NBA aujourd'hui est probablement la ligue sportive professionnelle la plus puissante de la planète. Devant la Ligue des Champions. Probablement de la Ligue des Champions de football et les grands championnats de foot espagnols ou anglais. C'est un élément important pour la France parce que c'est une dynamique. On est depuis 6 mois dans une dynamique extrêmement vertueuse dans le basket français. Ça durera le temps que ça durera, mais il faut s'en frotter les mains parce que les dernières années n'avaient pas été aussi fructueuses. Mais l'équipe de France, rappelons-le, a battu et sorti même les États-Unis de la Coupe du Monde au mois de septembre dernier en Chine. Elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques. On va donc la retrouver cet été avec des vraies chances de médaille, espérons-le. Et puis, l'automne, on a vu réapparaître la France sur la carte de l'Euroleague. C'est aussi un événement à son niveau, à son échelle, mais qui a été un petit peu aussi commenté. N'importe quel amateur de basket a vu qu'autour de soi, on commençait à nous poser des questions. Avec l'arrivée le retour de l'Asvel et notamment de l'Asvel de Tony Parker, ça n'est jamais anodin, parce qu'évidemment, ça contribue largement à la médiatisation des choses. Donc, le basket français est effectivement dans une vraie belle dynamique sportive et probablement un peu extra-sportive aussi, avec ces événements-là, son équipe de France, son club phare, et puis aujourd'hui, cette semaine, plutôt un match NBA et beaucoup de lumière médiatique sur Paris et sur Bercy. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a une interview très intéressante dans les Échos de Ralph Rivera, qui est le directeur de la NBA pour l'Europe et le Moyen-Orient. Et ça paraît presque invraisemblable, je trouve. Il dit que la France est le premier marché pour la NBA en Europe. C'est le pays où la NBA vend le plus de produits dérivés en Europe. C'est-à-dire qu'on est vraiment représentatif de l'enthousiasme pour la NBA en France. Donc, gros marché économique. C'est le deuxième marché pour les fameux League Pass NBA qui permettent de voir les matchs. Et on sent qu'il y a une vraie volonté de la NBA de s'installer à ce niveau-là. Ceux qui regardent les matchs savent maintenant que la NBA a pris une initiative pour faire diffuser des matchs
autrement qu'à 4h du matin, c'est-à-dire que des matchs sont joués en avancée aux États-Unis pour que les spectateurs français et européens puissent les voir vers 20h30, 23h. D'ailleurs, je voudrais rendre hommage là-dessus à Bein qui fait quand même un boulot, c'est vrai. Ce sont des concurrents entre qui guillemets, est le diffuseur, mais qui fait un travail énorme pour diffuser énormément de matchs, notamment ceux-là. Tout à fait. En prime time. Donc il y a une vraie volonté économique de la NBA de venir en France parce qu'elle sent qu'il y a effectivement quelque chose à en tirer économiquement, que c'est un marché porteur, ce qui paraissait pas évident à première vue, quoi. Après, j'ai oublié le sens de la question, je suis partie là-dessus. Non, c'était ça. D'accord. Et j'ai envie de te poser une autre question. Alors, de vous poser une autre question. L'année prochaine, vous voudriez voir qui, puisqu'on vient d'apprendre qu'il y aurait un autre match. Alors, on sait que ce serait plutôt une équipe de l'Est pour des questions de décalage horaire. On sait que ce serait plutôt une équipe française. Et là, ça devient un peu compliqué. Est-ce qu'un Détroit, par exemple, l'année prochaine, avec Doumbouya, ce serait pas une bonne idée ? Oui, il faut qu'il y ait un Français, quoi. Je t'ai réveillé, je suis désolé. Oui, Non, je réfléchissais à une affiche possible. Tu disais que Utah, enfin l'équipe de l'Ouest, on pense à Utah pour Rudy Gobert, bien sûr, c'était compliqué. Alors effectivement, ça peut être compliqué, mais les petites indiscrétions qu'on a laissent entendre que c'est pas un si gros problème que ça et qu'on peut parfaitement imaginer caler un match à Paris pendant un road trip à l'Est, quoi, de Utah. Ça changerait pas forcément grand-chose à leur schedule, à leur programme, pardon, et à leur calendrier. Donc pourquoi pas Utah ? L'idée, c'est quand même d'avoir un Français emblématique. Et oui, donc c'est Utah, c'est éventuellement Fournier, Orlando, pas Orlando. C'est bien sûr Doumbouya maintenant à Détroit, très certainement. Pourquoi pas Frank Ntilikina à Onyx ou ailleurs. Voilà, il y a 4-5 options qui sont séduisantes. On peut aussi rêver d'un Lakers-Boston. Bon, non, faut pas rêver d'un affrontement Est-Ouest. En fait, c'est très compliqué parce que ce qu'il faut savoir quand même, ne l'oublions pas, c'est important, c'est que les équipes Est et Ouest ne se jouent que 2 fois dans la saison régulière. Hein. Chacun joue un match à la maison. Et donc, là, ça sous-entendrait qu'il y aurait une équipe un peu défavorisée sur les deux. Hein, voilà, donc, parce qu'elle ne jouerait pas chez elle. Donc, voilà, alors que l'autre jouerait le match retour ou le match aller. Alors que certaines séries sont en 3 matchs qui permettent de faire un domicile, un extérieur, un autre, d'une certaine manière. Il y a peut-être des possibilités. Voilà, maintenant, effectivement, on a un peu changé cet ordonnancement qui était réglé depuis des années. À voir, mais je sais pas, Max, de ton côté aux États-Unis, est-ce que tu as eu quelques échos ? Est-ce que la possibilité d'une équipe de l'Ouest te paraît envisageable aujourd'hui ? Mais ça a déjà été fait en 2017. Il y a eu Denver, Denver-Indiana à Londres. Donc entre Utah et Denver, il y a pas grande distance. Donc je pense que Utah c'est faisable. Après, est-ce que la franchise en a envie ? Quelle franchise est prête à abandonner un match à domicile ? Voilà. Donc comme tu le disais, le fait que le calendrier que les équipes Est-Ouest jouent que 2 fois, on peut pas non plus envoyer une méga star face à une équipe de l'Ouest ou de l'Est, vice versa, et priver le public qui aurait normalement reçu de la venue de cette star une fois dans la saison. Donc je pense qu'il y a cette problématique-là, mais je pense qu'envoyer Utah, ce serait pas forcément un problème. Justement, du coup, ce serait le bon côté du fait que Utah n'est pas forcément l'équipe la plus médiatisée, la plus attendue dans la NBA. Ouais, d'autant qu'on l'a peut-être pas assez reprécisé. Si on ne cite pas tant que ça Orlando, c'est parce qu'on ne sait pas si Evan Fournier sera encore à Orlando l'année prochaine. Sinon, c'était le candidat naturel. Qui jouerait à domicile là pour le coup parce qu'il est de Charenton, rappelez-le, c'est à un tir à 3 points avec la faute de Bercy, hein, voilà, géographiquement. Ouais. Exactement. Et comme je vous le disais au début, ça lui tient vraiment à cœur. Quand les journalistes américains lui parlaient de Paris, il était là, arrêtez, ça me fait vraiment trop mal au cœur d'en entendre parler, de voir tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'il a vraiment très, 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 très envie de faire. Et donc tout ça, ça reste malgré tout hypothétique. Il y a une réalité, c'est ce Charlotte-Milwaukee. Peut-être l'occasion pour le public parisien quand même de voir jouer le favori, du moins l'équipe numéro 1 et l'équipe qui pourrait être championne. Si jamais elle est championne en juin prochain, les souvenirs vont être encore plus importants et gravés, et ce qui d'ailleurs pourrait un peu légitimer le prix des places. On n'en a pas parlé, mais c'était l'objet d'un autre débat. Ça n'a pas empêché de vendre les 16 000 avec 100 000 connexions. En gros, 128 000 inscrits. Voilà, 128 000 inscrits, malgré le prix, même si les gens se sont plaints. Donc il y a une réalité de ce match, à tout le monde de le savourer. Nous, on reviendra sur une actualité, parce que c'est le propre de la NBA, de ce 1230 matchs de saison régulière, c'est qu'une actualité chasse l'autre. Le All-Star Game arrivera
ou du moins les nommés du All-Star Game arriveront très bientôt. Ce sera l'occasion d'un prochain Step Back. Merci de nous avoir écoutés pour ce 13e Step Back de la saison 2019-2020. À bientôt. Au revoir. Bye bye.